Mes chers collègues, du fait du vieillissement démographique à l'œuvre depuis le début du siècle, le nombre de départs à la retraite excède celui des entrées sur le marché du travail, et ce chaque année. Dans ce contexte particulier, la France est appelée à procéder à des choix de société, notamment pour garantir la prise en charge de la dépendance et le financement des pensions de retraite. Les partenaires sociaux sont aujourd'hui les mieux placés pour tracer de nouvelles perspectives en ce qui concerne la place des seniors dans notre société. À l'heure où l'allongement de la durée des carrières, à laquelle ont procédé les partenaires européens de la France au cours des dernières années, devient une nécessité impérieuse. Face à l'urgence de la situation, cet amendement institue une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraite, réunissant des représentants des partenaires sociaux, de l'État, des associations familiales, des retraités, ainsi que des personnalités qualifiées, peut-être du monde agricole, et la charge, cette commission, de proposer des mesures, à savoir mesures favorisant le maintien des seniors dans l'emploi, mesures garantissant la prise en compte de la pénibilité au travail, du handicap, des carrières longues, dans la définition des conditions d'ouverture et de calcul des droits à pension et d'accès aux minima de pension, ainsi que pour l'aménagement du temps de travail. Des mesures harmonisant les règles d'attribution des pensions de réversion et de majoration des pensions pour enfants entre les régimes obligatoires de base, des mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et permettant de ramener la branche vieillesse à l'équilibre d'ici 10 ans. Ces préconisations feraient alors l'objet d'un projet de loi ou de dispositions spécifiques du PLFSS pour 2024 et seraient débattues par le Parlement. Dans le cas où la convention n'aboutirait pas à un compromis, plusieurs mesures paramétriques seraient appliquées à compter du 1er janvier 2024 pour faire face à la dégradation du solde financier de la branche vieillesse et éviter ainsi aux générations futures de devoir travailler au-delà de 65 ans. Ces mesures seraient le maintien de l'âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans, ce n'est pas inscrit dans la loi actuellement, l'accélération de la mise en œuvre de la réforme Touraine de 2014, qui porte, je rappelle, la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 73. Nous proposons la génération 1967 pour ouvrir cette mesure. Le report progressif de l'âge d'ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération, là aussi 1967, et la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2033, selon des conditions et un calendrier à fixer par décret en Conseil d'État. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur. Alors vous faites preuve d'une très grande cohérence d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'autre en portant un amendement sur le recul de l'âge de départ à la retraite. La discussion de cet amendement intervient cette année dans un contexte que nous avons déjà évoqué, qui est très particulier, puisque mon collègue Olivier Dussopt est en pleine concertation actuellement sur les différents sujets que vous mentionnez dans votre amendement. Nous nous rejoignons sur les objectifs et sur les thèmes qui figurent dans votre proposition. Travailler plus longtemps pour assurer l'équilibre de notre système de retraite, agir en faveur de l'emploi des seniors et de la justice sociale, mieux prendre en compte les carrières longues et difficiles. Mais nous avons fait le choix de la concertation et d'un projet de loi en janvier, pas d'une mesure dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous ne pouvons préempter les décisions sans avoir conduit ces discussions. Nous voulons respecter l'engagement que nous avons pris avec les partenaires sociaux pour conduire les 3 cycles de discussion sur l'emploi des seniors et l'usure professionnelle, sur l'équité et la justice sociale, mais également sur l'équilibre du système de retraite, cycle qui s'ouvrira, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 28 novembre prochain. La Première ministre a également invité l'ensemble des groupes parlementaires à faire part de leurs propositions en les invitant à un dialogue préalable au dépôt d'un projet de loi.
Elle a réuni avec Olivier Dussopt tous les présidents de groupe en ce sens. Olivier Dussopt a poursuivi d'ailleurs cette semaine l'ensemble de ces échanges. Alors n'anticipons pas les débats que nous aurons prochainement, laissons la place aux concertations préalables sans cranter des dispositions dans la loi. Pour cette raison, le gouvernement demande le retrait de cet amendement. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Iacovelli. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Encore une fois, je pense que nous sommes tous favorables sur les bancs de cette Assemblée à une réforme des retraites. On n'a pas tous les mêmes solutions. En l'occurrence, on a entendu lors des concertations, mais laissez-moi finir, Madame la sénatrice, vous verrez, on est tous favorables à une réforme, on n'est pas tous d'accord sur la réforme, d'accord ? En l'occurrence, aujourd'hui, des consultations ont lieu. En 3 cycles, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé. Les partenaires sociaux sont tous présents, même la CGT revient à la table des discussions pour vous dire que les choses avancent. D'ailleurs, nous avons tous été, tous les groupes ont été représentés cette semaine pour les discussions lors du cycle, les comptes rendus du cycle numéro 1. Tous les groupes, sauf, chers collègues, les LR. Les Républicains, vous avez refusé de participer à ces consultations et à ces discussions pour pouvoir avancer sur un projet de loi. Donc, oui, mais ça fait 6 ans que vous faites un marronnier avec un amendement. Je pense que toutes les oppositions étaient favorables à un vrai texte de loi sur la réforme des retraites et ne pas passer par un amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Donc, vous comprendrez bien que même si nous sommes favorables à une réforme des retraites, nous ne pouvons pas être favorables à un passage par amendement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et c'est pour ça que le groupe RDPI votera contre cet amendement. Merci Madame Doineau. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, bien sûr que votre réponse, nous nous y attendions. Bien sûr que l'on entend que ça ne peut pas se faire au détour d'un amendement du PLFSS. En même temps, notre collègue René-Paul Savary montre la constance de la majorité sénatoriale et montre aussi son opiniâtreté pour défendre un projet qui est cohérent avec la trajectoire qui nous est aujourd'hui montrée. Sur la branche vieillesse, le déficit est tellement important et de plus en plus important qu'il faudra bien prendre des mesures. Sinon, si nous ne les prenons pas, c'est les générations d'après qui seront obligées de prendre leur retraite beaucoup plus tard. Bien sûr, vous avez entamé des travaux, mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi 3 ans de travaux auparavant. Il faut s'en inspirer, que nous avons des éléments. En tout cas, moi, je voulais insister sur un premier principe, c'est d'abord donner vraiment sa chance à la négociation entre toutes les parties prenantes, parce que ce que propose René-Paul Savary, c'est évidemment plus qu'une conférence, c'est désormais une convention nationale qui pourrait prendre le temps, puisqu'il donne 1 an aux partenaires sociaux à se décider sur l'emploi des seniors, sur un certain nombre de sujets comme les retraites de réversion, sur les difficultés des emplois qui sont un peu difficiles et qui finalement font que les personnes arrivent plutôt à la retraite en difficulté. Donc il y a un certain nombre de sujets et qu'il faut absolument débattre. Le second principe, c'est de définir nous-mêmes les paramètres qui nous semblent les plus pertinents pour atteindre cet équilibre. Parce que ces paramètres sont forcément financiers, car nous débattons d'un PLFSS. Ils sont à la fois une feuille de route pour les partenaires sociaux qui donne l'ampleur des mesures d'équilibre qu'il convient de négocier et un cadre surtout normatif ayant vocation à s'appliquer à compter de 2024 en cas d'échec. Après 4 ans de rejet de ces propositions et alors que vos projections font craindre de lourds déficits, il est temps d'agir. Merci, chers collègues. Monsieur Van Lerenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, je suis d'accord avec René-Paul, il le sait sur le fond, parce qu'il faut une réforme. Je crois que ceux qui le nient aussi la réalité qui est dans tous les rapports, évidemment, et notamment celui du corps, qu'il faut réduire les inégalités aussi. Il faut réduire, je dirais, les déficits. Il y a 12 milliards de prévus en 2026-2027, 180 milliards en 2035, si on les cumule. Donc, il faut agir. Je ne reviens pas sur la réduction des inégalités, tout a été dit. J'insisterai simplement sur un point, sur le maintien des seniors en activité. Qu'on soit à 56 ans en moyenne actuellement entre les 55 et 64 ans,
c'est très très inférieur à la moyenne de l'OCDE qui est de 66 ans. Il y a donc un progrès nécessaire à opérer pour travailler un peu plus longtemps. Donc il faut aussi que cette réforme soit acceptée socialement et politiquement. C'est ça le point essentiel, parce que sinon, effectivement, on sera à la merci, effectivement, de revenir à la faveur d'une autre majorité, ce que je ne souhaite pas, mais sur cette réforme. Donc, j'ai participé, je regrette que certains n'y soient pas, à la conférence, enfin disons au bilan d'étape que nous a donné M. Dussopt. C'était très intéressant. On voit qu'il y a des convergences pour réduire ces inégalités. Restent effectivement les mesures techniques, je dirais, à prendre. Il y a des solutions acceptables. Je crois qu'aujourd'hui, on part à la retraite environ à 62 ans et demi. Pourquoi ne pas atteindre plus facilement et plus rapidement, sans aller jusqu'à 64 ans, les 63 ans ? Et puis, pourquoi ne pas accélérer aussi la réforme Touraine ? Voilà, moi je pense qu'il faut maintenir quelque chose d'acceptable parce que je crois beaucoup à l'acceptation et au paritarisme. Et donc pour toutes ces raisons, parce que je crois qu'on va un peu loin dans l'amendement Savary, je m'abstiendrai à titre personnel. Merci, cher collègue. Madame Poncet-Monge. Il y a beaucoup de raisons pour s'opposer à cet amendement, mais je vais prendre un seul point. En France, en moyenne, il s'écoule 2 ans entre la cessation d'activité et la retraite. Et les ouvriers, les employés, ont un écart bien supérieur. À 61 ans, ils ne sont plus que 28% en emploi. Une partie des autres sont au chômage, mais ils y seront moins nombreux et moins longtemps. Le gouvernement et la droite y ont veillé. D'autres sont en invalidité. Mais aucun progrès n'est à attendre car le patronat ne veut pas entendre parler de pénibilité physique ni d'usure psychique et la France reste le mauvais élève en sinistralité. D'autres, enfin, sont au RSA, mais la prochaine réforme va s'en occuper. Une personne sur 3 dans cette situation, ni en emploi ni en retraite, est en dessous du seuil de pauvreté. Et ils y resteront, grâce à vous, 2 ans de plus. De plus, l'espérance de vie des hommes ouvriers étant inférieure à 6 ans à celle des cadres, et de bien plus quant à leur espérance de vie en bonne santé, si le Sénat adopte cet amendement, il participera à écrire une des pages les plus inégalitaires sur le plan social. Rien ne justifie l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite, et notamment tant que n'est pas réduit massivement l'écart entre l'âge de l'exclusion de l'emploi et l'âge légal de départ, et d'autant que la durée du temps de vie à la retraite diminue déjà, que les gains d'espérance de vie ont été versés au travail par les réformes précédentes et qu'une grande partie des Français modestes n'arrivent plus à la retraite en bonne santé. Car si pour 25% des 10% les plus pauvres, cela reste la retraite des morts, pour beaucoup, c'est encore la retraite avec incapacité. Nous nous opposons donc à cet amendement. Merci, cher collègue. Madame Lubin. Merci, Monsieur le Président. Nous reconnaissons effectivement la constance de notre collègue René-Paul Savary qui propose chaque année cet amendement et cette année il l'a assorti donc d'une demande de concertation élargie au travers d'une convention, je pense de manière à ce que ça soit un peu moins abrupt que d'habitude, compte tenu du fait qu'il est quand même un grand défenseur du paritarisme, tout comme nous, et que donc adopter un tel amendement comme ça à la va-vite en PLFSS pouvait paraître quand même un petit peu curieux. Bon, nous sommes opposés sur le fond, vous le savez, ça ne surprendra personne, et nous espérons qu'il y aura un débat puisque de toute façon, il faut bien se rendre à l'évidence, le gouvernement a l'intention de reculer l'âge de départ à la retraite. Il y aura donc un débat, nous l'espérons, et nous développerons nos arguments en cours de débat. Mais rapidement, nous y sommes opposés déjà parce que c'est une retraite qui sera d'une injustice incroyable. L'objectif sera de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, enfin dans les caisses de retraite, immédiatement. Et donc, il faudra clairement empêcher de partir ceux qui sont près de l'âge de la retraite, les empêcher de valider leur droit à la retraite, et ça touchera des gens qui travaillent depuis longtemps, qui ont les métiers les plus difficiles, enfin vous connaissez, vous le savez tout ça aussi bien que moi. Ensuite, je ne peux pas
Je ne peux pas laisser faire ces discours alarmistes. Le corps, effectivement, fait état de déficits sur les 5 ou 6 ans qui viennent, qui sont loin, d'ailleurs il faut lire le rapport du corps et lire les conclusions, qui sont loin d'être aussi alarmistes que ce que l'on peut entendre. Et faire croire aux Français que si on ne fait pas de réforme dans les mois qui viennent, met en péril notre système de retraite, c'est leur raconter des histoires. La suite au prochain numéro. Merci, cher collègue. Monsieur Lévrier. Merci, Monsieur le Président. Deux choses. Sur la forme, d'abord, je loue la constance, mais parfois à géométrie variable de notre rapporteur René-Paul Savary, parce qu'effectivement, tous les ans, depuis 5 ans, il revient par un amendement sur le système de retraite. En revanche, et ça rejoint le fond maintenant, sur la façon de faire... Là, il demande une négociation que ne suivent pas les LR d'un côté, négociation qui est déjà engagée. Donc, pourquoi demander quelque chose qui existe déjà puisque c'est en cours? C'est mon premier point. Et le deuxième point qui est beaucoup plus important pour moi, c'est que le PLFSS traite des paramètres d'équilibre financier. Notre système de retraite n'est pas que ça. Notre système de retraite, sa vraie valeur, c'est sa logique intergénérationnelle. C'est sa solidarité, c'est le fait que les actifs financent la retraite des personnes en retraite. Et là, on n'en parle pas. À travers un PLFSS, on ne peut pas en parler. Et on a bien vu depuis ces 5 ans où il y a eu une approche tout à fait différente qui a voulu être faite et qui n'a pas pu se faire à cause de la Covid, je vous le rappelle, de toutes les inéquités qui existent dans le système de retraite. 42 caisses de retraite, des inéquités incroyables sur un nombre de points incroyables. Et quand on parle de financement, certes, le corps n'est pas aussi alarmiste que certains veulent le dire, mais il le devient si on veut réduire ces inéquités, si on veut parler des reversions qui ne sont pas comme il faut, si on veut parler de l'égalité femmes-hommes à travers la retraite, et ainsi de suite. Je pourrais prendre un certain nombre d'exemples. Donc oui, il faut une réforme, oui, il faut de la concertation, mais certainement pas à travers un PLFSS, et bien évidemment, nous voterons contre. Merci, cher collègue. Madame Pour-Sopoli. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, le Président de la République avait annoncé l'allongement du départ à la retraite par voie d'amendement dans le PLFSS 2023. Face à l'opposition unanime des organisations syndicales et de certaines organisations d'ailleurs patronales, le gouvernement a reculé et entamé une série de concertations ayant pour objectif de présenter un projet de loi spécifique à la rentrée 2023. C'est dans ce contexte, pour la 4e année consécutive, que notre collègue René-Paul Savary propose cet amendement pour réformer le système des retraites. Oui, on peut le dire, il est constant. La version 2022 prévoit de mettre en place dans un premier temps une convention nationale pour l'emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraite qui doit établir des propositions pour garantir l'équilibre du système de retraite. Dans un second temps, l'amendement prévoit qu'en cas de désaccord, des mesures paramétriques seraient mises en place. Il s'agit d'un cocktail explosif de 4 mesures régressives. Premièrement, le report progressif de l'âge de départ à la retraite à 64 ans pour la génération 67. Deuxièmement, la suppression de la décote à 67 ans. Troisièmement, l'accélération du calendrier de la loi Touraine à 43 annuités pour la génération 67 au lieu de 73. Quatrièmement, la suppression des régimes spéciaux. Les LR n'étaient pas là à la table de M. Dussopt pour discuter du projet de réforme des retraites, car finalement, vous partagez la même philosophie. Je répondrai simplement sur l'argument de la sauvegarde du système de retraite. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit temporaire entre 2022 à 2032 du régime de retraite ayant de retrouver l'équilibre. Il n'y a donc pas de danger sur l'avenir du système. D'autre part, les salariés et les retraités ne sont pas responsables de ces déficits, mais des politiques successives qui ont entraîné des mesures d'économie sur la masse salariale. Je vous remercie. Cher collègue. Madame Cohen. Merci. La proposition de notre collègue Savary au nom de l'équilibre du régime des retraites, ce n'est pas une première, ça a été dit. C'est une constante, mais c'est aussi un recul social considérable pour l'ensemble des salariés, comme l'a rappelé ma collègue Katia Pour-Sopoli. Mais en particulier, moi, je vais me concentrer sur les femmes. Vous le savez, actuellement, les femmes sont pénalisées dans leur carrière et à la retraite par des pensions inférieures aux hommes pour des carrières équivalentes. Pour les femmes, l'allongement de la durée de cotisation et le recul de l'âge légal de départ à la retraite, c'est la double peine.
elles qui touchent en moyenne 25% de salaire en moins que leurs collègues masculins à poste égal et qui ont des carrières courtes ou hachées, doivent déjà partir en retraite plus tard d'1 an en moyenne que les hommes. Et leurs pensions sont elles aussi en moyenne plus faibles, de 42%. Cet amendement va aggraver cette situation et renforcer les inégalités entre les femmes et les hommes. Si l'objectif est véritablement de réduire les déficits, il y a une solution très simple qu'on vous propose à chaque fois que vous refusez. Augmenter les recettes plutôt que de réduire les dépenses. Relancer l'emploi public, y compris des seniors. Réaliser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et enfin, augmenter les cotisations. Pour résoudre le déficit qui est prévu par le corps en 2027, il suffirait d'augmenter de 4,50 € le salaire mensuel à partir de 2023. Et même en envisageant de ne pas accabler les patrons, de couper la poire en deux et de l'augmenter de 2,50 € en plus. Pour les cotisations employeurs et 2 € pour les cotisations salariées, vous avez résolu le problème du déficit du système de retraite. Donc, mes chers collègues et monsieur le ministre, plutôt que d'aggraver les inégalités dans notre pays et de faire travailler les salariés toujours plus longtemps, commencez par utiliser le levier efficace économiquement et socialement. Merci, monsieur Mouillet. Merci, monsieur le président. Mon intervention ne vous surprendra pas lorsque je vous dirai que très largement, le groupe LR soutient l'initiative de notre rapporteur René-Paul Savary et nous soulignons d'ailleurs la cohérence de ses propos et l'évolution qu'il a apportée au fur et à mesure, en tout cas, des travaux qu'il a menés. Vous parliez tout à l'heure de méthode et de participation aux différentes réunions, groupes de travail. Notre méthode, vous l'avez. Par cet amendement, vous connaissez notre position aujourd'hui et à partir de notre position, nous sommes prêts à discuter, mais nous avions besoin de ce message politique pour dire clairement où nous voulons aller et pourquoi nous voulons le faire. Et cet amendement est un point essentiel. Nous ne faisons pas d'illusions, le 49.3 aura forcément une intervention et donc sur cet amendement, mais au moins nous avons le mérite ici au Sénat d'être cohérents dans notre démarche, d'avoir des solutions à apporter, qu'elles plaisent ou qu'elles déplaisent, mais en tous les cas d'avoir une vraie responsabilité sur cet enjeu fondamental pour maintenir à la fois notre système de retraite, les niveaux de pension et surtout corriger des inégalités. Et en matière d'inégalités, je voudrais revenir sur une proposition du groupe LR qui n'a pu être rédigée étant donné l'article 40, mais qui concerne notamment les parents qui ont des enfants handicapés, pour lesquels nous souhaitons réellement faire évoluer les choses pour que les pensions de réversion du dernier survivant puissent être reversées aux enfants handicapés à l'issue, notamment malheureusement au moment du décès du parent. C'est pour nous un élément, un exemple de justice sociale sur lequel nous souhaitons clairement intervenir. Et monsieur le ministre, c'était un message de par vos fonctions que nous souhaitions apporter. Et puis pour terminer, en matière de méthode, je voudrais simplement dire que nous appuyons sur des outils existants. La réforme Touraine, j'ai repris les arguments à l'époque de la réforme Touraine, qui était une évolution sur laquelle nous nous appuyons pour apporter aujourd'hui des éléments importants. Et donc, je me souviens des interventions du groupe socialiste à l'époque. Et je voudrais surtout dire à messieurs Lévrier et Iacovelli qu'en matière de méthode, lorsqu'on voit la méthode de notre ami Delevoye, je pense qu'à partir de là, vous pourriez avoir un peu plus d'humilité sur la façon de faire. Merci, chers collègues. Monsieur Milon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en vous écoutant, je me suis interrogé sur certaines choses. Vous avez dit qu'il fallait faire une concertation et dans le cadre du premier mandat du Président de la République, monsieur Delevoye, avait été nommé commissaire du gouvernement et il nous a dit, on l'a auditionné X fois avec René-Paul Savary, qu'il avait fait des négociations et qu'il avait apporté un rapport au président de la République. Est-ce que finalement ce monsieur commissaire du gouvernement, donc recevant un salaire au moins égal à celui d'un ministre, a été payé pour rien? Deuxièmement, je voudrais revenir sur les négociations. Parce que avec monsieur Savary, dans le cadre des commissions d'affaires sociales, nous avons, nous aussi, auditionné les syndicats. Nous avons auditionné le patronat. Sous le haut patronage de Gérard Larcher, nous avons organisé 2 conférences nationales présidées par le Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui à chaque fois a confirmé la nécessité de réformer les retraites, a confirmé la nomination de M. Delevoye et a confirmé le rapport de M. Delevoye. Donc nous sommes dans ce cas-là, normalement, en bien en droit de pouvoir faire des propositions après négociation, après accord du Premier ministre et après une négociation et concertation avec le commissaire du gouvernement chargé des retraites. Certains reprochent ou constatent
sous forme de reproche la constance de M. Savary. C'est une constance, ça n'est pas un entêtement. C'est une constance, il a même amélioré ses propositions. Elles sortent des négociations que nous avons eues avec les syndicats, avec le patronat, avec le Premier ministre et avec le commissaire au gouvernement. Merci, chers collègues. Madame Mello. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire que le groupe Les Indépendants a toujours été favorable à une réforme des retraites. Ceci étant dit, je voudrais aussi vous rassurer sur le fait que nous sommes favorables à cet amendement sur le fond. Mais cette année, la situation est complètement différente de celle que nous avons vécue l'année dernière. La réforme est en cours, enfin les prémices de la réforme sont en cours. J'ai assisté la semaine dernière au nom du groupe à la réunion au ministère du Travail. Le bilan qui a été dressé était très conforme à ce qui peut être souhaitable. Et la concertation des partenaires sociaux a commencé. Enfin, les choses vont dans le sens souhaité. Donc, nous devons, semble-t-il, attendre que l'examen du projet de loi nous arrive et il n'est pas raisonnable de voter, nous semble-t-il, favorablement cet amendement. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas nous y opposer, nous nous abstiendrons à la quasi-unanimité. Merci, Monsieur Hainaut. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. C'est Michel Rocard qui disait que la réforme des retraites, je crois, ferait tomber plus d'un gouvernement. Alors je ne sais pas si c'est ferait tomber, mais gênerait en tout état de cause. Il y a eu la réforme Balladur de 93, les 40 ans de cotisation en 2003, le recul d'âge de la retraite à 62 ans en 2010 et la réforme Touraine en 2013, qui n'est pas la moindre des réformes. Je pense que le pays a une forme de nostalgie par rapport à la retraite à 60 ans. Faut pas cacher cette réalité. Mais la nostalgie, ça fait pas bonne politique. Il y a une évidence, c'est qu'il y a besoin dans ce pays d'une réforme des retraites. Et moi, je partage pas ce que vous avez dit, Monsieur Martin Lévrier. La réforme des retraites, la dernière fois, elle a échoué, mais pas seulement à cause du Covid. Elle a échoué parce qu'à la fin, on ne savait plus si elle était systémique, si elle était paramétrique, et parce qu'il y avait un désaccord sur le fond au plus haut lieu. Disons les choses telles qu'elles sont. Le Covid a eu bon dos sur cette question. Mais la réforme des retraites, c'est simple. C'est toujours trop tôt, c'est toujours trop tard, problème de forme, etc. Bref, il ne faut jamais la faire. Or, je pense que c'est une question centrale pour notre pays. J'ai été sensible autrefois à une argumentation de notre collègue Jomier, en constatant que les prélèvements obligatoires étaient très élevés dans notre pays. Mais qu'au fond, ces prélèvements obligatoires, ils étaient très élevés, mais qu'on consacrait assez peu de moyens à l'investissement et au fonctionnement des services publics. Eh bien, c'est juste. Et pourquoi ? Parce qu'on redistribue beaucoup, on redistribue énormément. Et donc la question, c'est d'avoir des réformes qui fassent qu'on maîtrise la redistribution, qu'on arrête d'ailleurs l'échec de ceci, l'échec de cela, même s'il y a toujours des bonnes raisons de le faire, et qu'on soit en capacité, par rapport à l'argent qu'on prélève, je ne crois pas qu'on peut augmenter les recettes, eh bien d'avoir une politique cohérente et d'avoir une capacité d'investissement pour l'avenir des services publics et de faire fonctionner ces services publics correctement. Je pense que c'est ça l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Fialer. Merci, Monsieur le Président. On savait que cette question serait sensible. C'est vrai que toutes ces années, on n'a pas voté l'amendement, le groupe RDSE, l'amendement Savary, parce qu'on pense que ces réformes de retraite ne doivent pas passer par un amendement en PLFSS. En revanche, cette année, les choses étaient un peu différentes, puisqu'on a eu quand même une campagne présidentielle avec un président qui a mis ouvertement sur le chantier cette réforme de la retraite et d'allongement des cotisations. Alors, moi, je vais même plus loin. Moi, je suis même pour la retraite par points, mais bon, il faut laisser les partenaires sociaux se mettre d'accord. La seule particularité aujourd'hui, c'est que enfin, les partenaires sociaux se sont remis autour de la table
pour pouvoir renégocier et autant arriver à une réforme qui soit consensuelle, partagée et responsable. Je crois qu'il est responsable. On a plusieurs façons de voir les choses. Travailler plus longtemps, c'est pas simplement cotiser plus longtemps pour les retraites, c'est cotiser aussi pour le reste des branches de la sécurité sociale. Et on sait bien que dans les années qui vont venir, avec le vieillissement de la population, on aura besoin de recettes supplémentaires. Faut pas non plus mentir aux générations qui viennent. On va avoir des dépenses supplémentaires. La deuxième chose, c'est que si vraiment ça provoquait des excédents importants, moi, ça me dérange pas qu'on relève le montant des retraites. Que je sache, nos retraités sont pas des nantis et on peut augmenter ces cotisations. Alors, nous ne voterons pas cet amendement, soit contre, soit en nous abstenant pour le groupe, mais en revanche, on a bien entendu le message. Et l'année prochaine, si les choses ne sont pas réglées, je peux vous assurer qu'il en sera autrement. Merci, cher collègue. Madame Guidez. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, moi, je vais voter, bien sûr, cet amendement, mais j'ai quand même une question. Est-ce que reculer l'âge de la retraite va suffire si on ne fait pas une vraie réforme de la famille, puisque aujourd'hui, il n'y a pas assez d'actifs. Donc, je pense qu'il va falloir aussi penser à faire une vraie réforme de la famille. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Mais écoutez, je pense qu'on a un certain nombre de points communs. Tout le monde est attaché au système par répartition et ne veut pas le remettre en cause. Or, si on finance notre système de répartition par la dette, on le remet en cause. Donc, il ne faut pas le financer par la dette et effectivement, il faut trouver des recettes. Nous savons que nous avons un système compliqué. Et je pense que maintenant, tout le monde s'accorde à dire que, compte tenu de sa complexité, faire une réforme systémique, c'est dans notre pays impossible. Bouger tous ces paramètres, tous ces régimes, c'est particulièrement compliqué. Donc, il vaut mieux se rabattre, me semble-t-il, sur une réforme paramétrique, à condition de la rendre acceptable. La réalité, je crois que tout le monde la partage. On a un taux d'emploi des seniors qui est le plus bas parmi les pays européens. On a un âge de départ à la retraite le plus bas parmi tous nos voisins européens, ne l'oublions pas. On a une démographie où le nombre de cotisants augmente, mais le nombre de retraités augmente beaucoup plus vite. On a également une espérance de vie qui a augmenté, en plus ou moins bonne santé, certes, mais qui a augmenté. Donc, il faut rééquilibrer le temps de travail et le temps de retraite, c'est particulièrement nécessaire. Et nous avons, nous, émis un certain nombre de principes, mais que je suis sûr beaucoup partagent. Faire confiance aux partenaires sociaux qui ne partagent pas ce principe. Ne pas faire de retraités pauvres. Et le système actuel, les rapports du corps, quel que soit ce que l'on peut en penser, montrent bien qu'on n'arrive pas à l'équilibre et en ayant un niveau moyen de vie des retraités qui sera plus bas que celui qui existe aujourd'hui. Et notre volonté également, et là il y a quelques divergences, c'est de ne pas tarder à prendre des réformes et ce qui conduirait à ce que l'on travaille au-delà de 65 ans, comme ça se fait dans de nombreux pays européens, où les gens à 70 ans reprennent des petits travaux pour pouvoir vivre. Exemple, la Suède. Nous ne souhaitons pas un travail au-delà de 65 ans. C'est pour ça qu'on fait un certain nombre de propositions. Alors, effectivement, Jean-Marie Van Arenberg dit je ne souhaite pas le décalage de l'âge. Naturellement, de par les réformes Touraine qui ont été prises, naturellement, l'âge de départ augmente et va jusqu'à 63, voire 64 ans. Et la mesure, en prenant un âge qui suit justement cette tendance pour le taux plein, permet véritablement d'être incitatif sur l'emploi, ce que l'on souhaite. Et puis également l'intérêt de pouvoir équilibrer le système tel que nous vous le proposons. Cet intérêt, c'est de faire en sorte de générer quand même des recettes supplémentaires qui permettent
de prendre en compte toutes les difficultés, les inégalités, toutes les mesures sociales qui doivent s'adapter au maintien des emplois dans le senior. Sinon, nous n'aurons pas la possibilité de prendre en compte le handicap, la maladie et un certain nombre de paramètres qui sont effectivement pénibilité et d'autres qui sont effectivement tout à fait importants si on maintient les seniors en emploi. Donc c'est la raison pour laquelle nous pensons que notre réforme permet de répondre à toutes ces attentes légitimes que vous avez soulevées. Je répondrai également à quelques intervenants qu'il y a une différence effectivement par rapport à ce que nous pensons que le gouvernement propose, puisque jusqu'à présent, c'est encore en débat. Nous pensons que cette proposition fait qu'elle est moins brutale. 1 an de discussion encore avec les partenaires sociaux pour s'entendre sur un certain nombre de dispositions. Donc pas d'étatisation du système tel qu'il était proposé par la réforme Delvoye, ne l'oublions pas. Et puis également, nous ne souhaitons pas que l'on travaille au-delà de 65 ans et nous ne proposons pas, je vous le rappelle, la suppression des régimes sociaux. Pourquoi ? Parce que nous pensons sociaux, régimes sociaux. Parce que nous pensons que ce sont des mesures qui ont été prises au fil du temps, que ce sera particulièrement difficile, inaccepté, c'est pas la peine, vaut mieux progressivement, comme ça a déjà été fait par le passé, les aligner sur un régime général. Ça nous paraît là aussi un moyen de faire comprendre que l'ensemble de ces paramètres peuvent être discutés de façon à arriver à faire en sorte que les générations futures reprennent confiance pour leur retraite. Merci, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur Savary. Vous l'avez compris, je crois que le gouvernement partage de nombreux constats avec la majorité sénatoriale et notamment la nécessité de réformer rapidement notre régime de retraite, à la fois pour en assurer l'équilibre, et je sais que nous ne partageons pas manifestement la même lecture du rapport du corps, mais pourtant elle est extrêmement claire, mais également pour créer de nouveaux droits et notamment viser à ce que notre système il soit plus égalitaire, qu'il prenne mieux en considération la réalité des carrières des professionnels, et puis qu'il accompagne aussi la réalité, celle du vieillissement de la population. Et vous savez qu'à côté de cette réforme des retraites, je conduis avec nos concitoyens une concertation autour de la question du bien vieillir, dans laquelle la question de l'emploi des seniors va tenir une place extrêmement importante. On partage avec vous cette nécessité. Néanmoins, on vous souhaiterait aller, comme vous le savez, relativement vite, puisque le président de la République a notamment annoncé qu'il souhaitait que cette réforme puisse prendre corps avant la mi-2023, tant la nécessité de réformer est extrêmement importante, et que et qu'on essaye de concilier avec notre méthodologie la nécessité d'aller vite et en même temps d'assurer une acceptabilité sociale et politique de cette réforme dans une concertation large. Donc pour laisser et être, on va dire, sincère dans cette concertation, on préfère ne pas cadrer en avance les termes du débat, ni imaginer ou renvoyer à un atterrissage cadré de cette réforme, ce que vous proposez dans le cadre de la concertation que vous proposez. Et donc c'est la différence majeure qu'il y a entre nos deux propositions. Et fort quand même de ces éléments de convergence qui me semblent plus importants que les éléments de divergence, je vous repropose de retirer cet amendement et de faire confiance à la concertation qui s'ouvre avec le gouvernement. Merci, monsieur le ministre. J'imagine que l'amendement est maintenu. Monsieur le rapporteur. Donc j'ai été saisi. Oui, madame la présidente. Oui.
Très vite. Pourquoi on a mis des mesures aussi? C'est parce qu'on est en PLFSS. Hein, donc, si on avait fait simplement un amendement pour une convention. Mais ce que je voulais dire, et je réponds à ceux qui soutenaient la précédente réforme. Moi, je suis un peu toujours surprise de cette histoire parce que on nous l'a présenté pendant 2 ans et demi et je me souviens de débats ici, Alain Milon l'a dit, avec Jean-Paul Delevoye, avec le Premier ministre Édouard Philippe. C'était la réforme du siècle, juste, formidable, qu'elle allait tout résoudre. Je ne comprends pas pourquoi, tout simplement. Elle est toujours au Sénat. Elle a été votée au 49.3 en mars 2020. Pourquoi ce n'est pas celle-ci que vous avez ressortie? Donc voilà, c'était simplement une observation. Merci Madame la Présidente. Donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par les groupes Républicains et CRCE sur l'amendement 102. Je vous rappelle que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin sur l'amendement 102 de la commission. Votant 344, exprimé 325, pour 195, contre 130. Le Sénat a adopté. Et à l'article 41, prise de parole, Madame Sollogoub. Oui, merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre. En fait, Madame Goulet m'a demandé de porter sa parole. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, elle travaille depuis très longtemps sur les sujets de fraude et elle a une interrogation. Bon, la question porte sur le lien entre les différents organismes sociaux et le fichier des étrangers en France. Selon les dispositions de la loi, je cite, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionné au présent code organise le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est chaque fois possible réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. Or, elle constate que les contrôles en général ne sont pas faits. Il n'y a pas de vérification systématique à l'entrée dans nos systèmes, ni en cours de route, ni quand les gens perdent leurs droits au maintien sur le territoire. Elle donne l'exemple, par exemple, d'un étudiant Erasmus dont la carte n'est pas désactivée en fin d'Erasmus. C'est ainsi également que des personnes sans plus de droits au maintien sur le territoire conservent droits et carte vitale. Donc, elle conseille et elle recommande, ça fait partie des recommandations, de faire une consultation systématique du fichier AGDREF. Elle a un amendement qui arrive un petit peu plus loin, qui porte sur ce point. Or, elle a eu une surprise très désagréable en consultant le budget asile-immigration, qui annonce pour 28 millions la création d'un nouveau dispositif qui remplacerait AGDREF, dont la disparition est annoncée. Alors, quelles sont les intentions du gouvernement? Est-ce que l'information est confirmée? Et voilà, est-ce que vous pourriez nous... Et voilà. Sur ce point. Merci Madame Sollogoub. L'amendement 1098, Madame Le Houerou. Merci Monsieur le Président. Il s'agit de l'article 41 qui renforce la lutte contre la fraude fiscale aux prestations sociales, notamment en rehaussant le plafond des pénalités financières qui peuvent être décidées par les fraudeurs, qu'il s'agisse d'assurés, de professionnels ou d'employeurs. Si la fraude, d'où qu'elle provienne, doit évidemment être combattue, il est dommage de concentrer les efforts sur l'une d'elles uniquement quand les moyens mis dans la lutte contre l'évasion fiscale, bien supérieure à la fraude sociale, restent largement insuffisants. Pour rappel, cette dernière représente, selon les chiffrages, entre 60 et 100 milliards d'euros chaque année, bien plus que les estimations, même les plus fortes, de la fraude aux prestations sociales. Si, avis de la commission. Écoutez, cet article 41, que l'amendement propose de supprimer, prévoit des mesures importantes en matière de lutte contre les fraudes sociales et notamment l'attribution de pouvoirs de cyber-enquête sous pseudonyme aux agents de contrôle des organismes de protection sociale et aux organismes de l'inspection du travail, l'augmentation des plafonds de pénalité en cas de fraude à l'assurance maladie et encore la simplification de la procédure de mise en œuvre d'une pénalité en cas de manquement ou de fraude dans les branches famille et vieillesse. D'après l'étude d'impact, ces dispositions permettraient de générer près de 50 millions d'euros de recettes supplémentaires chaque année, bien sûr au profit de la sécurité sociale. Du reste, au-delà de son coût, la fraude sociale mine le lien social et le consentement à la cotisation. Il importe donc de mobiliser tous les moyens à notre disposition pour rechercher et sanctionner ces comportements inciviques. Vous comprendrez bien que la Commission a mis un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre.
Oui, d'abord pour répondre à Madame Goulet via Madame Sollogoub qui s'est fait sa porte-parole, lui dire qu'on partage l'objectif de lutter contre ces fraudes, qu'il y a des contrôles qui sont menés s'agissant des personnes étrangères sur notre sol. Il peut y avoir des moments où il y a un petit délai ou un délai trop important avant que les droits soient suspendus. Vous avez donné un exemple sur un Erasmus, on peut donner un exemple pour une personne qui se verrait délivrer une OQTF. Il peut arriver qu'il y ait un moment avant que les droits soient effectivement suspendus. Or, il faut rappeler le principe, c'est quand vous êtes en situation irrégulière, vous n'avez pas de droit à prestations sociales sur notre sol. Et donc, je pense que c'est effectivement dans les contrôles qui doivent se poursuivre et dans la célérité avec laquelle on est capable de répondre qu'il faut avancer. Sur le remplacement AGDREF par ANEF, oui, je vous le confirme, l'objectif c'est d'être plus efficace, c'est d'avoir un nouveau fichier élargi qui donne accès à des pièces nouvelles et qui donne accès aux documents eux-mêmes pour vérifier par exemple la validité des titres de séjour. Donc l'objectif c'est d'être plus efficace s'agissant des contrôles. Pour répondre à l'amendement porté par Madame Le Houerou, évidemment avis défavorable puisqu'il viendrait supprimer cet article qui est un article très important s'agissant du renforcement de nos moyens de lutter contre la fraude sociale dans notre pays. L'an dernier c'est 1,5 milliard d'euros de fraude qui a été détecté. On souhaite aller plus loin. On parle en plus ici de fraude à réseau organisée. Et donc, c'est extrêmement important qu'on dispose de moyens supplémentaires, de leviers supplémentaires. C'est ce que prévoit cet article, notamment via ce dont on parlait tout à l'heure sur les échanges avec les tribunaux de commerce et les organismes de sécurité sociale, mais aussi avec d'autres leviers. Et donc, c'est important que cet article soit adopté. Merci. Je mets aux voix le 1098 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 2 amendements identiques, le 642, Madame Guillotin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors cet amendement vise en fait à lutter contre les rendez-vous non honorés dans la pratique de la médecine. Ce sont effectivement des pratiques qui sont en sans cesse augmentation. Alors à la fois elles perturbent le bon déroulement du travail des médecins sur les territoires. Deuxièmement, elle limite aussi la possibilité d'accéder à des patients à des rendez-vous puisqu'ils sont non honorés et du coup ça fait des plages vides. Et l'idée est de pouvoir permettre des pénalités dans des situations et des modalités fixées par décret. Moi, je pense qu'il faut avoir aucun tabou sur le sujet. Ça, c'est déjà la première chose. L'enquête URPS en Île-de-France, médecins en Île-de-France, a fait état en moyenne de 2 rendez-vous par jour non honorés. C'est 28 millions de rendez-vous en France et par an qui ne sont pas honorés actuellement. Je pense que ce n'est pas acceptable, d'autant quand on a des difficultés d'accès aux soins pour chacun de nos concitoyens. Redire effectivement qu'un rendez-vous non honoré, c'est une consultation qui est perdue pour un autre patient. Ça ne veut pas dire qu'il faut pénaliser les patients qui sont empêchés, mais rien n'empêche un petit coup de fil pour effectivement expliquer qu'on ne peut pas aller et le médecin peut se réorganiser. Et enfin, il y a un vrai sujet sur les plateformes qui permettent des prises de 2-3 rendez-vous pour une même spécialité. Et je pense que là aussi, il y a une vraie régulation à faire. Alors, je ne sais pas ce que va devenir cet amendement, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet dont lequel il faut se saisir. Merci. Le 656 n'est pas défendu. Donc, avis de la commission sur le 642, monsieur le rapporteur. Merci de soulever un problème majeur quand même, qui est ce non-rendez-vous. Alors par contre, la solution préconisée me paraît pas la bonne, puisque c'est pas la caisse primaire d'assurance maladie ou les autres caisses qui ont un manque à gagner, puisque le malade paye son médecin, même s'il est remboursé intégralement, mais s'il vient pas, il y a pas d'histoire d'argent entre la caisse et ces personnes-là. En conséquence, on ne peut pas demander à la CPAM d'infliger une pénalité pour de l'argent qu'elle ne doit pas toucher. C'est la raison pour laquelle l'avis est défavorable. Merci. Avis du gouvernement. Bon, d'abord, le gouvernement partage le constat et le fait que c'est un vrai problème. Et ça remonte par ailleurs par les professionnels de santé eux-mêmes, ces patients qui posent un lapin, entre guillemets, ou les no-show, comme on l'appelle parfois, ce qui prend du temps médical, ce qui limite l'accès à l'offre de soins pour d'autres patients,
et ce qui est véritablement insupportable pour des professionnels de santé qui le disent. Ça peut arriver que sur une journée, il y ait un certain nombre de patients qui ne se présentent pas alors qu'ils ont pris rendez-vous. Donc on partage l'objectif qui est de lutter contre ce phénomène. La question, c'est comment est-ce qu'on y arrive? La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez rendez-vous, notamment via les plateformes, vous ne communiquez pas votre numéro de sécurité sociale. Donc c'est très difficile d'identifier. La deuxième chose, c'est qu'on travaille par ailleurs avec les plateformes pour répondre à ce que vous évoquiez sur la prise de plusieurs rendez-vous en simultané. Il y a un gros travail qui est mené avec elles pour essayer de limiter ça. Mais donc il faut trouver un système qui permettrait effectivement de pénaliser ces comportements lorsqu'ils se répètent. On en parlait avec ma collègue Agnès Firmin-Lebaudot qui a des idées sur le sujet. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est de retirer votre amendement qui a permis d'appeler l'attention sur ce sujet-là, mais vous avez vu que notre attention est pleinement focalisée sur ce sujet, et m'engager à ce qu'on poursuive les travaux, peut-être avec d'ailleurs vous, pour trouver une solution dans les prochains textes. Merci. Je mets aux voix. Oui, Madame Guillotin. Juste vous remercier pour la réponse. Effectivement, c'est un amendement d'appel, je vais le retirer. Mais pour autant, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille à des mesures qui soient efficaces sur un sujet qui est important. Merci. Le 987 du gouvernement, monsieur le rédactionnel. Ministre. Avis de la commission. Voilà. Cet amendement rédactionnel vise à permettre au directeur de CPAM de prononcer un avertissement en cas d'inobservation des règles du Code de la sécurité sociale et procède à divers ajustements rédactionnels. Donc il y a deux phases dans cet amendement. Une erreur matérielle affectait toutefois la rédaction, tandis qu'une partie du dispositif le rendait incompatible avec l'amendement 107 de la commission, qui a eu un avis favorable et qu'on va vous proposer. Donc le gouvernement a procédé aux modifications de forme demandées, et donc si mes collègues en sont d'accord, comme il n'avait pas été rectifié, nous avions émis un avis défavorable, mais compte tenu qu'il est maintenant rectifié, nous émettons un avis favorable à cet amendement gouvernemental. Merci, monsieur le rapporteur. Le 987, donc, du gouvernement avec un avis favorable de la commission, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Ensuite, un amendement et un sous-amendement, le 107 de la commission, justement, dont vous parliez à l'instant, monsieur le rapporteur. Voilà. Eh bien, comme on en a déjà parlé, on va dire que cet amendement est rédactionnel. Non, c'est pas le... Et le sous-amendement rédactionnel du gouvernement? Oui, c'est rédactionnel pour coordonner avec le précédent. Donc, favorable à l'amendement de M. Savary, sous réserve de l'adoption du sous-amendement. Parfait, je commence par le sous-amendement. Allez, donc, avis de M. Savary, il est pour le sous-amendement, etc. D'accord. Donc, je mets aux voix le 1138 du gouvernement rédactionnel, avec un avis favorable de la commission, qui est pour? Merci. Qui est contre? Il est adopté. Et sur le coup, je mets aux voix le 107, donc sous-amendé de la commission avec avis favorable du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 108, monsieur Savary. Alors, l'article 41 renvoie à un article réglementaire du Code général des impôts qui n'a pas encore été créé. Donc cet amendement est rédactionnel, permet ainsi d'éviter cette référence doublement problématique. Monsieur le ministre, favorable. Je mets aux voix le 108 de la commission, avis favorable du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 543, madame la présidente Gruny. Merci, monsieur le président. Donc, l'alinéa 50 indique que les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi, jusqu'à preuve du contraire, et sont transmis directement au procureur de la République. Donc, l'amendement ici vise à préciser que ces procès-verbaux sont également transmis, bien entendu après accord du procureur, à la personne concernée par l'infraction, dans un souci de respect de la procédure contradictoire, mais aussi de transparence. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente. Cet amendement prévoit la transmission automatique à l'auteur d'une infraction des procès-verbaux établis en cas d'escroquerie et de faux et usage de faux de nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale. Dans la mesure où ils sont susceptibles de fonder des poursuites pénales engagées par le ministère public, ces procès-verbaux présentent un caractère judiciaire.
Aussi, aux fins de ne pas porter atteinte au déroulement de la procédure ou de ses opérations préliminaires, sa transmission automatique sans autorisation préalable du parquet n'était pas envisageable. Notre collègue Pascale Gruny ayant accepté de préciser qu'il ne pouvait être procédé à cette transmission qu'avec l'accord du procureur, eh bien, on peut émettre un avis favorable à cet amendement. Merci. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, ce sont des pièces qui sont des documents de nature judiciaire. Une pièce de procédure pénale est couverte par le secret de l'instruction. Et seul le procureur peut décider de sa transmission. Et donc pour ces raisons-là, on ne peut pas être favorable. Alors je comprends que vous avez voulu préciser que que le procureur peut décider de le faire, mais à ce moment-là, c'est déjà couvert par le droit actuel. Donc je suis pas totalement convaincu par l'amendement. Donc avis défavorable. Madame la présidente. Monsieur le ministre, moi j'entends bien ce que vous dites, mais sincèrement, moi je l'ai déjà vu, et dans des cas qui n'étaient pas du tout de fraude, etc. Quand c'est pas inscrit, la justice, elle ne donne pas les documents, ou c'est très très compliqué. Donc là, il y a bien l'accord du procureur. Sincèrement, au moins on aura ça, et le procureur peut dire non. Donc ça change pas à la fin pour lui. Mais en revanche, si c'est pas inscrit, ce sera un non pour tous. Pas de changement, pas de changement. Allez, je mets aux voix le 543 avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 1099, Madame Louérou. Merci Monsieur le Président. Cet amendement est un amendement de repli qui tend à exclure du dispositif initialement prévu les agents de l'inspection du travail. En effet, ces agents, les effectifs de la Direction générale du travail sont en grande diminution. Depuis 2016 et 2018, ce sont 4,5% de postes en moins d'agents de contrôle. Pourtant, ces contrôles sont essentiels pour œuvrer à la santé des travailleurs, à l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise ou au respect du droit du travail. Dans la mesure où il est urgent de donner davantage de moyens à l'inspection du travail pour qu'elle exerce les missions qui lui sont confiées, il ne semble pas opportun ni nécessaire d'étendre les missions de contrôle en ligne des agents déjà en sous-effectif. Merci. Avis de la commission. Oui, alors effectivement, les moyens sont sûrement insuffisants, donc il vaut peut-être mieux modifier les pratiques. Je pense qu'à travers cet article, on arrive à modifier les pratiques en accordant des pouvoirs de cyber-enquête sous pseudonyme aux agents de contrôle de l'inspection du travail. C'est quand même une action de plus de lutte contre la fraude sociale qui tient à cœur Nathalie Goulet, mais la plupart des membres de cette commission beaucoup plus largement. C'est une économie envisagée de 15 millions d'euros quand même. Par la sécurité, sur le budget de la sécurité sociale. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser cette façon de procéder au sein de ce PLFSS. Donc, avis défavorable de la commission. Avis du gouvernement. Oui, c'est très important de pouvoir doter ces agents de pouvoir de cyber-enquête, effectivement, pour être plus efficaces dans la lutte contre la fraude. En l'occurrence, les mécanismes de fraude qu'on vise ici, ce sont les usurpations d'identité, de coordonnées bancaires, les activités fictives, les ressources non déclarées ou les réseaux transnationaux de recrutement. C'est important qu'ils aient ces moyens supplémentaires et la caractérisation des infractions de travail illégales les plus complexes. Je vois que votre sujet, c'est de vérifier qu'on ne va pas déshabiller entre guillemets l'inspection du travail qui est chargée évidemment de missions de contrôle au profit de ces cyber-enquêteurs. La réponse est évidemment non. D'abord, je veux dire que dans le PLF, nous renforçons les budgets de l'inspection du travail avec 2 500 000 € supplémentaires pour des revalorisations indemnitaires des inspecteurs du travail pour renforcer l'attractivité de ce corps. Et la deuxième chose, c'est que nous visons une augmentation à 15% des interventions des services de l'inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal et à 6,5% en matière
matière de fraude au détachement. Donc vous voyez bien qu'on agit sur les deux leviers. On dote les agents de contrôle de pouvoirs de cyber-enquête parce que c'est important pour démanteler ces nouvelles fraudes complexes, mais on renforce aussi les moyens de l'inspection du travail pour ces missions. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix le 1099 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Je mets aux voix l'article 41. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Après l'article 41, Monsieur Hainaut, j'imagine le 289. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Il s'agit sur cet amendement qui n'est pas sans importance de suspendre les droits sociaux des personnes visées par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français dont on parle beaucoup en ce moment, sauf évidemment cas d'urgence médicale. Je veux rappeler aussi que nous demandons depuis 3 ans une consultation obligatoire du fichier AGDREF avant l'ouverture des droits à prestations et que cette proposition, bien sûr, est en cohérence avec la condition de résidence régulière en France. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, cet amendement prévoit la suspension immédiate des droits à prestations sociales d'une personne faisant l'objet d'une OQTF. Il n'est en effet pas acceptable qu'un étranger séjournant en France de façon irrégulière et devant quitter le territoire continue à bénéficier de prestations. Toutefois, le gouvernement a annoncé que cette mesure figurait au sein du projet de loi relatif à l'immigration qui devrait être examiné début 2023. Il serait souhaitable que nous poursuivions nos réflexions dans cette attente de façon à perfectionner le dispositif et surtout à le sécuriser sur le plan juridique, ce que ne fait pas suffisamment cet amendement. C'est la raison pour laquelle la commission demande un avis de retrait, mais nous allons avoir la position du gouvernement pour nous éclairer sur cette affaire-là. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Pour essayer en tout cas. Merci monsieur le président. J'y vois là aussi un amendement d'appel puisque c'est d'ores et déjà le droit. Le droit aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez bénéficier d'une prestation sociale que si vous résidez régulièrement en France. Donc, et c'est d'ailleurs l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit, sur la question des contrôles et de l'application des règles, j'ai dit qu'il pouvait y avoir certains cas où les règles ne sont pas appliquées suffisamment fortement et suffisamment efficacement. Et j'ai donné l'exemple d'une personne qui se voit délivrer une obligation de quitter le territoire français et dont les droits ne seraient pas suspendus immédiatement. Ça fait partie des enjeux sur lesquels il faut qu'on progresse. Mais ajouter cet amendement et cette obligation légale alors que c'est déjà dans le droit n'est pas nécessaire. Effectivement, mon collègue Gérald Darmanin souhaite qu'on soit plus efficace en la matière. C'est-à-dire qu'on ait davantage de leviers de contrôle, d'automatisation qui nous permettent vraiment de procéder à la levée de ces droits à prestations sociales. Mais d'ores et déjà, le droit prévoit que si on vous délivre une obligation de quitter le territoire français, ça veut dire que vous ne résidez pas de manière régulière en France et donc vous n'avez plus le droit à vos prestations sociales. Donc demande de retrait, sinon défavorable. Merci. Oui. Oui, Monsieur le Président, je maintiens l'amendement parce que je comprends l'argumentation, mais très sincèrement, j'ai des doutes sur l'application réelle de ces dispositions. Et donc, ça va encore mieux en le disant et en l'écrivant nettement lors de ce débat. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hainaut. Monsieur Mouillet. Oui, merci Monsieur le Président. Nous allons bien entendu suivre notre rapporteur qui a des arguments clairs et qui explique que nous devons encore procéder à des travaux et que la rédaction de cet amendement nécessite en tout cas une sécurisation juridique. Par contre, Monsieur le Ministre, quand je vous entends, je pense qu'on ne vit pas sur la même planète. Parce que moi, je suis dans mon département l'ensemble des personnes qui reçoivent cette obligation. Et aujourd'hui, les droits continuent d'être versés de la même façon. Voire même les collectivités qui accueillent on va dire les adresses au titre du CCS continuent de percevoir pour titre de ces personnes tous les droits possibles. Alors, je ne sais pas si c'est dans la loi, mais concrètement dans l'application, ça n'existe pas. Nous avons des personnes qui sont dans des logements qu'on ne peut pas expulser alors que logiquement, elles ne payent pas leur loyer. Par contre, elles continuent à percevoir les appels. Enfin, on est dans un système qui ne fonctionne pas. Alors, j'entends votre discours, mais je peux vous assurer qu'il y a besoin réellement de voir sur le terrain comment ça procède aujourd'hui. On est en décalage complet entre le discours et la réalité. Merci. Je vais donc mettre aux voix le 289 avec 2 avis négatifs. Qui est pour? Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il n'est pas adopté. Alors après, pour les votes suivants, si vous pouviez réellement lever la main, je comprends la gêne parfois d'être ni pour, ni contre, ni ailleurs, mais pour calculer de là-haut, le côté je lève pas, c'est assez symbolique quand même, hein. Allez, il n'est pas adopté. Deux amendements identiques maintenant, le 805, Madame Cohen. Merci Monsieur le Président. La société VIP Service, une entreprise de nettoyage et de conciergerie, a été condamnée le 15 septembre dernier pour traite d'êtres humains aggravée. 26 femmes de ménage ukrainiennes sans papier ont été reconnues victimes de leur ex-employeur de les avoir surexploitées dans des conditions indignes. Le travail dissimulé constitue une double honte, honte sociale et humaine en ce qu'il entraîne des conditions de vie indignes, honte fiscale en ce qu'il vole la collectivité nationale qui a fait le choix politique d'une mutualisation de son système de protection sociale. Le contrat de travail consacre la relation asymétrique de pouvoir entre l'employeur et l'employé, son respect, la protection minimale due à chaque travailleur. Son absence, son illégalité ou le manque de toute obligation afférente telle que le versement des cotisations patronales entraîne donc une sanction bien légitime. Le Conseil constitutionnel a même reconnu que la lutte contre la fraude revêtait le caractère d'une exigence constitutionnelle. En 2019, une note confidentielle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOS, que le journal Les Échos avait pu consulter, soulignait que le travail dissimulé était responsable d'un manque à gagner compris entre 5,2 et 6,5 milliards, soit entre 1,7 et 2,1% des cotisations. Ces conclusions appellent à un volontarisme accru pour une pratique utilisée autant de la part de grandes entreprises comme Ryanair, condamnées cette année à payer près de 4,5 milliards à l'URSSAF, ou ces 65 entreprises du Lot qui ont dû s'acquitter de 250 232 € au même organisme. La probité ne s'achète pas, mais les dettes que l'on a auprès de la collectivité, si. Nous proposons donc d'augmenter les sanctions à l'égard de ces délinquants récidivistes qui attendent moralement, humainement et financièrement, qui ont une atteinte à notre système, je vais y arriver, social. Alors, en voulant aller vite, on s'embrouille. Merci Madame Cohen, on avait tous compris. L'amendement 1100 identique, Madame Le Houerou. Oui, merci. Donc cet amendement répond évidemment à une préoccupation de notre part, mais également à une préoccupation de la Cour des comptes qui pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. Nous estimons que le volontarisme affiché du gouvernement devrait se concentrer sur la fraude aux cotisations sociales patronales telles qu'elles ont été décrites par ma collègue. La fraude patronale aux cotisations sociales coûte chaque année près de 8 milliards d'euros aux caisses de sécurité sociale, soit autant que les économies attendues par M. Macron pour sa réforme des retraites. Sur ce montant, à peine plus de 700 millions d'euros sont recouvrés. Merci. Merci. Avis de la commission sur ces deux identiques, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, cet amendement donc aborde les récidives de travail dissimulé en majorant les sommes à redresser, en les doublant selon la constatation des infractions. Mais l'arsenal de sanctions est actuellement applicable nous paraît suffisamment dissuasif, d'autant que s'y ajoutent des mesures d'annulation des exonérations ou réductions de cotisations sociales dont bénéficie l'auteur de l'infraction, que l'article 6 tend à renforcer pour les donneurs d'ordre récidivistes et qu'il y a également des sanctions pénales et des sanctions administratives. Donc l'arsenal étant là, nous avons donné un avis défavorable à la proposition faite par nos collègues. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, vous voulez lutter davantage contre le travail dissimulé et on partage évidemment cet objectif. Quand on parle de lutter contre la fraude sociale, on ne parle pas uniquement de lutter contre la fraude de celui qui touche indûment une prestation. On parle aussi de lutter contre le travail informel, le travail dissimulé, des réseaux qui sont organisés, de la fraude aux cotisations sociales par les entreprises. Vous avez raison, c'est important de le rappeler. C'est d'ailleurs l'an dernier
800 millions d'euros qui ont été recouvrés au titre du travail informel, en forte augmentation. Moi, je veux vraiment saluer le travail de nos services pour augmenter les contrôles, être plus efficaces dans les contrôles et pouvoir recouvrer effectivement en cas de fraude manifeste. Le problème qu'il y a avec votre amendement, c'est que vous proposez de majorer les sanctions existantes, mais en le faisant, et je pense que ce n'est pas votre objectif, vous écrasez, en tout cas vous supprimez un autre dispositif de sanction qui est la suppression des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises lorsqu'elles fraudent. Quand une entreprise, on détecte une fraude manifeste et majeure, on lui supprime le droit aux exonérations de cotisations sociales. Et je sais en plus que sur vos bancs, vous êtes assez opposés d'une manière générale à ces exonérations de cotisations sociales. Donc j'imagine que ce n'est pas votre intention que de leur permettre de continuer à en bénéficier, d'autant plus quand elles fraudent. En l'occurrence, en 2021, c'est 21 millions d'euros qui ont été récupérés par les URSSAF à ce titre-là. Et donc votre amendement supprimerait cette possibilité de sanction. Je rappelle par ailleurs, et le rapporteur l'a fait, que nous avons déjà un dispositif de redressement avec des majorations complémentaires qui existent. Et donc, in fine, votre amendement reviendrait à restreindre les possibilités de redressement dont nous disposons. Je ne pense pas que c'est l'objectif. Donc, demande de retrait, sinon défavorable. Très bien. Je mets aux voix le 805 et le 1100 identiques avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejeté. Monsieur Hainaut, j'imagine, pour le 7. Oui, vous imaginez bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Différents rapports, notamment celui de la Cour des comptes ou encore les rapports de Mesdames Grandjean et Goulet, ont souligné les fraudes en matière de retraite versées à l'étranger. Et donc, il s'agit de contrôler l'existence des bénéficiaires. Il n'y a pas qu'en matière de vote qu'il faut contrôler l'existence des bénéficiaires pour ce qui concerne aussi le versement des retraites à l'étranger. Je vous remercie. Si, avis de la commission, monsieur le rapporteur. Écoutez, Madame Goulet va être satisfaite, puisque cet amendement vise à rétablir les dispositions de l'article 83 de la loi de finances pour 2013 qui prévoit le contrôle de l'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite servie par un régime français établi à l'étranger. Alors, en fait, l'article 104 de cette loi de financement pour 2021 a actualisé les dispositions qui figurent désormais aux articles L. 161-24 et L. 161-24-3 du Code de la sécurité sociale, tout en permettant aux retraités d'apporter la preuve de leur existence par le biais de données biométriques. En conséquence, l'amendement est satisfait. C'est la raison pour laquelle je pense que vous pouvez le retirer. Avis du gouvernement. Il a 2 feuilles. Oui, effectivement, en droit, c'est satisfait, mais je pense que ça vise à attirer notre attention sur les phénomènes de fraude aux prestations sociales, en l'occurrence ici aux retraites, pour des personnes qui seraient décédées, qui n'existeraient plus, entre guillemets, et dont la retraite continuerait à être perçue par des personnes de l'entourage. Évidemment que c'est une préoccupation qu'on a s'agissant de l'ensemble des allocations et prestations sociales que de limiter au maximum ce type de fraude. C'est la raison pour laquelle un des articles qui arrive après est issu d'un amendement que j'ai porté à l'Assemblée nationale et il vise maintenant à conditionner le versement d'allocations sociales à un compte bancaire français ou européen, parce que le fait de passer par un compte français ou européen est quand même un très bon moyen de vérifier l'existence de la personne, puisqu'en l'occurrence les banques le font. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas sur les retraites? Parce que la retraite n'est pas une prestation soumise à condition de résidence. Vous pouvez avoir travaillé toute votre vie en France, bénéficier à ce titre d'une retraite, mais décider de prendre votre retraite ailleurs, dans un autre pays, et vous l'avoir versée sur un compte étranger. Donc il faut une politique plus ciblée pour contrôler effectivement l'existence des bénéficiaires d'allocations retraite à l'étranger. On sait qu'il y a certains pays avec lesquels il y a plus d'enjeux. Je n'apprends rien ici. C'était dans les rapports que vous avez évoqués, notamment certains pays du Maghreb. Donc je pense que, indépendamment du droit qui est déjà satisfait en l'occurrence, l'enjeu c'est la question du contrôle. Je viens de détacher il y a quelques mois des agents dans nos consulats dans les pays concernés pour qu'ils puissent procéder à des contrôles en convoquant des personnes pour lesquelles nous avons des doutes. Voilà. Et je pense que ça fait partie des leviers qui nous permettent d'être plus efficaces dans nos contrôles. Donc demande de retrait, sinon défavorable. Merci. Monsieur Hainaut. Merci. Alors, à l'article 41 bis, monsieur Hainaut à nouveau, le 152.
Alors il s'agit dans cet amendement d'anticiper l'application du dispositif de l'alinéa 3 et de l'avancer au 1er juillet 2023. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission. Oui, effectivement, monsieur le ministre vient d'en parler. Donc, c'est l'anticipation d'un an de la mise en œuvre de cette obligation, justement, de verser sur un compte domicilié en France ou dans la zone européenne élargie les prestations sociales soumises à condition de résidence en France. Il serait évidemment préférable d'appliquer cette mesure le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle Nathalie Goulet propose de l'appliquer dès le 1er juillet 2023 et non pas attendre 2024. Donc, nous sollicitons l'avis du gouvernement sur cette proposition. Gouvernement. C'est une disposition qui a beaucoup fait parler. Effectivement, c'était une mesure qui était proposée par Madame Goulet dans sa proposition de loi. Je crois que c'était l'article 14 que j'ai reprise dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en première lecture à l'Assemblée nationale. Et j'ai porté un amendement du gouvernement pour conditionner le versement des prestations sociales soumises à condition de résidence à un compte bancaire français ou européen. Et ça a été très commenté puisqu'ensuite il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de commentaires sur Internet, les réseaux sociaux que j'ai regardés. L'écrasante majorité, évidemment, des personnes étaient favorables à cette mesure et la soutenaient. Mais un commentaire qui revenait le plus, c'est pourquoi attendre un an ? Puisque on a prévu dans le texte effectivement que ça soit au 1er janvier 2024. On avait effectivement prévu ce délai d'un an, d'abord pour être sûr que les caisses de sécurité sociale soient prêtes pour mettre en place cette obligation. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour qu'il y ait un délai de prévenance pour des personnes qui bénéficieraient effectivement de ces prestations sociales sur un compte étranger, qu'elles aient le temps de s'ouvrir un compte français ou européen. Mais depuis l'adoption du PLFSS en première lecture à l'Assemblée, nous avons échangé avec les caisses de sécurité sociale qui nous ont dit qu'elles pourraient être prêtes plus tôt. Je pense par ailleurs que nos concitoyens ou les personnes concernées ont eu vent de cette mesure et l'ont entendu. Donc je donne un avis de sagesse à cet amendement qui prévoit d'avancer de 6 mois et ça veut dire mettre en œuvre cette obligation au 1er juillet 2023 en lieu et place du 1er janvier 2024. Attendez. Avis de la commission sur le coup. Alors, monsieur le ministre, compte tenu de ces éléments, je pense qu'il est intéressant de voter cet amendement pour fixer la date le plus tôt possible. Donc, avis favorable. Monsieur Van Arenberg. Et comme j'avais effectivement rapporté sur la PPL de Madame Goulet, je me réjouis, Monsieur le ministre, que vous ayez effectivement repris et que vous repreniez aussi cet amendement, parce que c'est vrai que plus tôt sera le mieux, pour éviter effectivement les fraudes. Donc je me réjouis, mais j'en profite pour vous poser une question, puisque vous n'étiez pas là lors de la discussion générale, c'est sur les estimations que nous avons sollicitées, notamment auprès des caisses et en particulier auprès de la caisse d'assurance maladie et que nous attendons impatiemment. Et j'espère que vous pourrez accélérer la procédure pour que nous puissions avoir, on l'espérait pour ce PLFSS, nous puissions avoir des estimations qui soient fondées sur un échantillonnage un peu scientifique, en tous les cas méthodique, et éviter tous les fantasmes qui tournent autour des manœuvres ou des fraudes qui sont surestimées à l'évidence. Merci, Madame Poncet-Monge. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, on peut être que d'accord avec la disposition. Ce que je remarque quand même, c'est que vous mettez beaucoup de moyens pour vous diligenter beaucoup de moyens quand il s'agit effectivement de ce qu'on appelle la fraude sociale aux prestations. Et c'est très bien. Mais je vous rappelle quand même que la fraude, d'ailleurs, on devrait toujours préciser de quelle fraude sociale on parle. La fraude sociale aux cotisations est 9 fois plus importante. Ma collègue l'a dit, son rendement est plus que ridicule. Donc, Monsieur le Ministre, quand est-ce que vous allez diligenter les moyens à la hauteur de la fraude sociale aux cotisations? Merci. Attendez, vous avez d'abord Monsieur Lévrier, vous n'allez pas vouloir répondre avant. Merci Monsieur le Président. Juste une toute petite remarque. On peut imaginer que nombre de ces retraites sont des petites retraites et que donc nombre des personnes qui les touchent auront peut-être des difficultés sur tout ce qui est documents administratifs. Donc je trouve que le délai de 6 mois est
très bien, excellent, à une condition, c'est que la communication autour se fasse très bien aussi, pour ne pas pénaliser des gens de bonne foi qui n'arriveraient pas à s'informer sur ce sujet. Merci. Merci, monsieur Lévrier. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Peut-être pour répondre à différentes interventions. D'abord, effectivement, je n'étais pas en discussion générale et je vous prie de m'en excuser. J'étais à l'Assemblée pour le PLFR, mais j'ai été représenté ici par ma collègue Olivia Grégoire. Mais pour vous répondre, oui, on a besoin de pouvoir davantage documenter ce dont on parle. Il y a aujourd'hui multitude de rapports et d'études qui ont été réalisés. Vous avez des études qui ont été réalisées par l'assurance maladie s'agissant des professionnels de santé. Vous en avez qui ont été réalisées par la CNAV s'agissant de l'ASPA ou du minimum vieillesse. Vous avez des rapports de la Cour des comptes, vous avez des rapports sénatoriaux. Moi, ce que je souhaite, c'est mettre en place un comité indépendant d'évaluation de la fraude aux prestations sociales. Je précise, ce ne sera pas un nouveau comité avec des moyens, entre guillemets, humains, etc. On mettra à disposition les moyens des administrations de Bercy et de la sécurité sociale, mais auxquels on veut associer des parlementaires, des personnalités qualifiées pour être capable d'être plus efficace et exhaustif sur ce qu'on est capable de mesurer de cette fraude aux prestations sociales. Donc ça, c'est un chantier qu'on va lancer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour vous répondre, Madame la sénatrice, évidemment, moi, je ne fais pas de concurrence où je n'oppose pas les fraudes. Enfin, je ne considère pas qu'il y a un type de fraude qu'il faut davantage poursuivre que les autres. Toute fraude est inacceptable. Frauder, c'est voler. C'est miner le pacte républicain et le pacte social. Donc toutes les fraudes doivent faire l'objet de la même intensité dans la lutte qui est menée par les pouvoirs publics. Et je peux vous dire que mes services à Bercy, s'agissant de la fraude fiscale, sont particulièrement mobilisés. L'an dernier, montant record de droits notifiés en matière de fraude fiscale, plus de 13 milliards d'euros. 11 milliards d'euros recouvrés. On va de record en record. On renforce nos moyens, notamment aussi avec l'apport du numérique. Aujourd'hui, vous avez plus de 50% des contrôles fiscaux qui sont guidés, orientés par l'intelligence artificielle grâce à des algorithmes qui nous permettent de détecter des indices et qui permettent ensuite de guider les agents vers le contrôle des personnes ou des institutions qui sont les plus, on va dire, dont on estime qu'il est plus probable qu'elles réalisent des fraudes. Et sur la fraude aux cotisations sociales, au travail dissimulé, on a vu tout à l'heure, j'ai rappelé l'ambition qui est la nôtre, les moyens dont on dispose. Donc vraiment, de ce point de vue-là, toutes les fraudes doivent être combattues avec vigueur. Merci. Après le ministre, ses moyens, enfin, allez-y, Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. Juste, d'abord sur cet amendement, il me paraît indispensable parce que moi, je n'ai pas compris comment une application au 1er janvier 2024 avait un impact sur la LFSS 2023. Donc, je n'avais jamais vu ça. Donc, voilà. Donc, évidemment qu'il vaut mieux mettre la date en 2023 pour éviter une éventuelle censure. Bon, et puis, pardon, Monsieur le Président, mais je réagis quand même au propos du ministre. Parce que oui, on va frauder, c'est voler. Bon, d'accord, oui, sauter la barrière du métro, c'est frauder, c'est voler. Tout n'entraîne pas la même mobilisation et ne doit pas entraîner la même mobilisation. La fraude des employeurs, la fraude patronale, c'est comme l'évasion fiscale. Ce sont des fraudes qui sont massives et qui déstructurent profondément une société. La fraude d'un individu aux prestations, ça doit être sanctionné, bien sûr. Mais la fraude d'un individu aux prestations, c'est un individu, point. La fraude d'organisation, l'évasion fiscale des multinationales qui ne payent pas l'impôt en France, des dizaines, des centaines de milliards qui échappent aux sociétés, à nos sociétés, ce sont des puissants facteurs de déstructuration de la société. Et pardon, mais dans vos engagements, on vous entend beaucoup plus sur la fraude aux prestations que sur cette fraude-là. Bon, on note que vous êtes venu pour ce PLFSS en séance avec nous pour parler de la fraude. Malheureusement, on ne vous a pas vu au moment des recettes, de cette discussion de comment on crée des recettes pour notre sécurité sociale, pour les prestations qui sont versées dans notre pays, pour la santé, pour la vieillesse, etc. Bon, vous êtes venu pour parler de la fraude et à 80% de la fraude aux prestations. Voilà, c'est tout. Je vais redonner la parole au ministre, mais je voudrais qu'on en reste à l'article. Hein. Non, on recommence pas depuis la DG jusqu'aux fins des temps et à la préhistoire. Non, c'est pas l'article
c'est pas l'article 41 bis, mais Monsieur le Ministre, allez-y. Non, merci Monsieur le Président. Très rapidement, je ne vais pas allonger les débats, mais je ne peux pas non plus laisser dire certaines choses sans répondre. D'abord, je rappelle, oui, j'étais pas là sur la partie recettes, j'étais pour le projet de loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas encore le don d'ubiquité ni d'hologramme qui me permettrait d'être présent dans les deux chambres en même temps, mais je crois être très à disposition du Sénat régulièrement. J'étais aussi auditionné par la Commission des affaires sociales récemment sur ces sujets. La deuxième chose que je veux dire, c'est que si je vous écoute, vous devriez vous réjouir et féliciter ce gouvernement, ce président de la République, qui ont fait sauter le verrou de Bercy en 2018. Féliciter ce gouvernement, ce président de la République, qui aligne les grandes entreprises les unes après les autres pour des mécanismes d'optimisation fiscale. Cet été, mes services ont mis une amende record à McDonald's, 1,2 milliard d'euros. 1,2 milliard d'euros pour McDonald's pour des mécanismes d'optimisation fiscale. Encore récemment, pour de l'accompagnement qui était réalisé par le Crédit Suisse sur l'optimisation fiscale aussi, 300 millions d'euros d'amendes qui ont été notifiées. On a des amendes qui sont prononcées, et notamment parce qu'on a des nouveaux leviers via la loi de lutte contre la fraude en 2018, qui sont records. Et je trouve que vous devriez plutôt saluer, reconnaître cette action que de considérer que rien n'est fait, puisque c'est absolument pas vrai. Merci. Alors, est-ce que cet amendement est maintenu ou pas? Monsieur Hainaut, il est maintenu. Alors, je le mets aux voix. Au bout du bout, on ne sait plus avec l'avis de quoi d'ailleurs. Monsieur le rapporteur, rappelez-nous, après tout ça, l'avis de la commission est favorable. L'avis du gouvernement est favorable. Sagesse, sagesse. Allez, le 152, donc avec un avis favorable de la commission, sagesse du gouvernement, qui est pour? Toc, qui est contre? Ben voilà. Il est adopté. L'article 41 bis nouveau, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre. Il est adopté.